Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, au large de la côte méditerranéenne, nous sommes à Rabat dans le cadre de la 47e session de l'Académie du Royaume du Maroc qui est placée, bien entendu, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed V, que Dieu l'assiste, avec un thème très dominant qui est la Méditerranée comme horizon de pensée. Mais avant donc cette 47e session de l'Académie, l'Académie a des activités et vient de développer et mettre en chantier un autre programme, pas les moindres d'ailleurs, avec qui est la chaire des littératures et des arts africains. Et cette chaire a eu donc sa période inaugurale ici à l'Académie. Et puisque nous avons cette grâce d'être là à l'Académie aujourd'hui, la personne la plus remarquée qui est sur ce plateau pour en parler, qui est donc, je crois, la personne ressource d'ailleurs, hein, Monsieur Eugène Ebodé, il est écrivain, il a gagné de nombreux prix littéraires d'ailleurs, il va en citer quelques-uns sur ce plateau, et je dirais c'est un Guinéen dans l'âme, parce qu'il est citoyen d'honneur de la ville de Dalaba, à la 14e édition donc des 72 heures de livres. Il était avec nous à Dalaba, à Conakry, et puis à Dalaba, où ils ont été faits citoyens d'honneur. Mais la petite histoire, c'est qu'il a écrit un livre sur une belle dame, ou une belle histoire, et il a retrouvé cette belle dame, cette belle histoire à Dalaba. Monsieur Eugène, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Merci de l'invitation, on ne peut pas la refuser. Voilà, citoyen d'honneur de Dalaba, vous êtes à Rabat et dans le cadre donc de ce éminent programme que vous avez pensé, réfléchi avec le soutien donc du secrétaire perpétuel pour essayer de créer la chaire des littératures et des arts africains. Oui, c'est une formidable plateforme pour montrer, exposer, identifier, repérer et soutenir ce que les Africains inventent par leurs ressources propres et parfois aussi en essayant de prendre le meilleur où ils le trouvent ou de butiner les fleurs qui peuvent les nourrir. Et ces fleurs se transforment après en livres. Et vous avez donc raison de dire que la chaire des littératures et des arts africains, qui vient donc de s'ouvrir à l'Académie du Royaume, ne repose pas simplement sur mes épaules. Elle vient d'une longue réflexion, nourrie par les lectures, par l'idée aussi pour le secrétaire perpétuel que l'Afrique ne reçoit pas assez elle-même ses productions, qu'elles soient littéraires ou qu'elles soient picturales ou qu'elles soient chorégraphiques, photographiques, cinématographiques, bref. La diversité des arts africains n'est pas suffisamment reçue en Afrique, ne circule pas assez. Et la chaire essaiera de remédier à ce problème. Et je ne suis pas seul, disais-je, parce que en tant qu'administrateur de cette chaire, je dois veiller aussi aux équipes qui la composent et je pense à Dr Rabia Marouche, qui est aussi une des chevilles ouvrières de cette plateforme et qui a pour rôle à la fois la programmation, diriger la programmation et la communication. Vous en savez un grand rayon et je pense qu'on s'appuiera sur vous, sur votre expertise aussi. Merci beaucoup. Mais avant donc de parler de la chaire des littératures et des arts africains, vous êtes un éminent écrivain. Parlez-nous de ce prix qui a suscité quelques... Parce que à l'inauguration de la chaire, on disait toujours, oui, quand les écrivains reçoivent un prix, il y a toujours, au niveau du Nord, il y a des grincements dedans. Et vous en avez reçu. Oui, j'ai reçu quelques prix, dont le prix Yambo Ologem. On l'oublie, le prix Yambo Ologem que j'ai reçu au Mali.
il y a déjà une dizaine d'années. Et ce prix littéraire portait donc le nom d'un illustre écrivain. Et les hasards font en sorte que cet écrivain a été honoré ici même à l'Académie du Royaume. Il a été abîmé il y a longtemps lorsqu'il a reçu le prix Renaudot lui-même. Et ensuite, ça a été la descente aux enfers. Donc l'Académie a souhaité le remettre à sa place, c'est-à-dire la première, et le sortir des enfers et des ornières dans lesquelles une certaine presse, voire quelques malveillances, l'avait précipité en estimant qu'il avait plagié. On a confondu la rumination des phrases ou la réception des pommiers qui sont dans les jardins des autres pour en faire sa propre alimentation et poursuivre au fond l'idée que les littératures viennent certainement d'une inspiration, peuvent venir de quelqu'un, mais elles reviennent, elles repartent, elles s'alimentent à de bonnes sources. Et Yambo Ologem a repris quelques éléments qui appartenaient par exemple à André Schwarzbart. Et André Schwarzbart disait qu'il était très heureux que des écrivains viennent cueillir les pommes dans son jardin. Dans son jardin. Oui, lui, il était content de cela. Ouais. Et il avait raison. Et vous avez reçu aussi d'autres prix? Oui, j'ai eu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour un livre dont je ne suis pas très fier parce que c'est le livre sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Et on ne peut pas être heureux quand on sait que c'est des charniers, c'est sur des morts que l'on vient être récompensé. Donc du coup, ce Grand Prix littéraire africain, je l'ai remis à l'ambassadeur du Rwanda qui assistait à cette cérémonie. J'en ai eu d'autres sur le prix du roman historique, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement ce que l'on reçoit, mais ce que l'on donne. Et vous avez aussi eu raison de signaler qu'à Dalaba, nous avons reçu certes des titres de citoyens d'honneur, mais nous avons reçu plus que ça. Le devoir, non pas de violence, comme disait Yambo Ologem, si, ça fait un peu référence à ça. Le devoir de violence contre soi-même pour ne pas s'endormir sur des lauriers ou sur des attentions que les autres ont pour vous. Il faut penser à ceux qui ne sont pas exposés, ceux qui n'ont pas la chance d'être mis en lumière, ceux qui créent, ceux qui travaillent et ceux qui font en sorte que l'Afrique rejoigne le grand théâtre du monde et qu'elle ne soit pas en dehors, qu'elle soit sur la grande scène de l'histoire, comme disait Aimé Césaire, et comme le souhaitaient aussi des personnages célèbres, comme Cheikh Anta Diop ou Alioune Diop qui a créé Présence africaine. Donc la présence africaine au monde est importante. La chaire des littératures africaines, quels sont les objectifs visés par cette chaire aujourd'hui? Le premier, c'est de décloisonner les littératures, parce qu'on les prend parfois dans des compartiments. Littérature francophone, littérature anglophone, littérature arabophone, littérature hispanophone, enfin tous les phones y passent, sauf africanophone. Et les langues africaines elles-mêmes sont un peu mises de côté, alors qu'elles devraient participer de l'enrichissement et de l'approfondissement de nos créations. Je pense d'ailleurs qu'un auteur comme Ngugi wa Thiong'o doit être lu et relu, parce qu'il est l'un de ceux qui ont les premiers tiré la sonnette d'alarme. Nous ne pouvons pas nous écarter des chantiers d'éveil, balayer nos langues comme si elles ne comptaient pas, et faire simplement acte de
brillance ou de brio dans les langues des autres. Donc nos langues africaines sont importantes. Et puis les littératures orales le sont aussi. Vous voyez, décloisonner, ce n'est pas seulement les grandes langues de communication, mais aussi retrouver nos chemins de conversation, nos chemins d'approfondissement des héritages que nous avons reçus, nos chemins de transmission. Et les langues africaines sont importantes, tout comme l'oralité est une des disciplines sur laquelle nous allons essayer de montrer les différentes palettes, qu'elles partent des Nteni de Madagascar aux joutes oratoires auxquelles on peut assister en Guinée, avec les maîtres de la parole. Et on sait très bien que ces espaces de conversation, de dialogue, voire d'explosion du mérite des uns et des autres par la parole, doit être exploré et exposé. Et ici même au Maroc, vous avez des langues comme l'amazigh, évidemment la langue arabe, évidemment les langues qui sont parlées par la population, qui doivent être exposées pour en extraire le meilleur. Voilà, voici entre autres donc quelques objectifs, monsieur l'administrateur de la chaire des littératures et des arts africains. Et pendant la période inaugurale, ici même à l'Académie, il y a eu des événements très importants. Au pupitre, nous avons vu par exemple la célébration de cette grande dame qui était, si vous voulez, comme elle a dit dans sa déclaration, elle dit aujourd'hui, je crois que j'ai tout reçu. Madame Simon. Simone Schwarzbart, vous faites référence à Simone Schwarzbart, qui effectivement est une grande dame des lettres, et c'est aussi une figure de la diaspora. Voyez-vous, elle est née en France, mais à 3 mois, elle est repartie en Guadeloupe avec ses parents. Et la Guadeloupe est la terre aussi qui l'a nourrie, les contes, les souvenirs d'enfance, le bruit de la nature, peut-être les rêves aussi d'une Afrique qu'elle a dû rejoindre. Elle est avec son mari, André Schwarzbart, elle a vécu 1 an au Sénégal. Ce qu'elle n'a pas dit, elle ne pouvait pas tout dire. Elle l'a exprimé de manière très, très forte. En partant du Sénégal, elle avait donné à cette terre du Sénégal un enfant. Et cet enfant est aujourd'hui un brillant jazzman, Jacques Schwarzbart. Et je crois qu'ici, on l'attend avec impatience. Bon, c'était un peu un message que je lui adresse par votre intermédiaire. Le message est reçu. Et c'est un fabuleux musicien. C'est aussi un enseignant qui est à Harvard. Donc, c'est des êtres extrêmement importants pour nous parce que ils ne sont pas là. Donc ceux qui ne sont pas là, on a envie qu'ils viennent, on a envie qu'ils soient autour de nous. Donc la diaspora, à travers Simone Schwarzbart, était présente. Et l'idée d'ailleurs du secrétaire perpétuel de faire en sorte que l'Afrique se réunisse, ça a été un peu mal pris, rapatrie, reprennent ces trésors éparpillés. Eh bien, c'est surtout ça, sans faire offense à quiconque. Simplement retrouver les siens, converser, échanger, donner et recevoir, comme le disait Senghor, être dans la communication des choses essentielles. Voilà. Pour revenir donc, si vous voulez, à la teneur de la couleur de cette chair, vous avez entonné, je dirais, une hymne aussi importante, le Malaïka de Myriam Makeba. Est-ce parce que vous étiez à Dalaba, vous avez vu la case, oui, qui est dans un état assez piteux, ou c'était une inspiration pour montrer que la chair est véritablement la chair des Africains, des cultures africaines?
Tout cela, mon général, ou plutôt mon colonel. Parce que nous étions, c'est vrai, à Dalaba et nous avons constaté que la maison de Myriam Makeba est dans un triste état. Mais ce qui n'est pas dans un triste état, c'est son héritage. Et cet héritage, ce sont ses chansons. C'est pour ça que j'ai repris l'une d'entre elles, la plus célèbre, Malaika. Malaika, c'est aussi une manière de dire qu'elle n'est pas partie. Elle est toujours avec nous. Et Malaika, c'est aussi adossé à l'esprit, ou voire même au contenu de cette chaire, puisqu'elle est à la fois pour les littératures, mais aussi les arts. Et il se trouve que la musique est un art, tout comme la danse, comme le cinéma, comme le dessin, comme la peinture, la sculpture. Oui, tous les arts sont convoqués. Et c'était un clin d'œil donc aux musiques qui nous enchantent toujours. Est-ce qu'il faut toujours dire que ces arts vont converger vers l'académie ou il y aura une décentralisation en appui des institutions ou des chaires qui pourront être créées dans différents pays africains? Si votre idée était suivie, parce que c'est une suggestion que vous faites, et il faut rendre à César ce qui lui appartient. Si cette idée était reprise, ce serait une bonne chose. Que l'inspiration qui peut venir d'ici, que le modèle soit repris et imité en Afrique. Et qu'il crée comme ça des petits ruisseaux qui vont faire les grandes rivières et les grands fleuves. Les fleuves des arts, les fleuves de la communion de pensée, les fleuves aussi de l'enrichissement du patrimoine africain. Décentraliser, vous avez raison, nous espérons, il faut voir comment les choses vont se produire, nous espérons que les décentralisations puissent aussi se manifester, par exemple à Conakry, où nous avons été. Le secrétaire perpétuel a été fait docteur honoris causa à l'université Symphonia Lansana Conté. Et il faut continuer ces coopérations, ces rapprochements, ces relations confraternelles. Et il a lui-même pris un certain nombre d'initiatives pour que les actes ne soient pas isolés et que nous soyons dans la continuité, dans la culture humaine et la culture de la relation. Parce que la relation est capitale en Afrique. On a dit tout à l'heure que les arts étaient parfois dispersés, éparpillés aux quatre vents. Mais les personnes qui vivent en exil ou qui sont dans la diaspora espèrent aussi que le point de contact avec l'Afrique se produira pas seulement sur le plan symbolique, mais sur le plan réel. C'est pour ça que Simone était là, en Afrique, au Maroc, et j'espère qu'elle retrouvera aussi Dakar, puisque je pense qu'il se prépare aussi des choses à Dakar, à partir de ce que nous avons vu ici. Oui, il y aura des suites. Bonne nouvelle donc pour les différents pays africains, parce que cette chaire est destinée donc aux hommes de la littérature, quand on parle, et aux femmes de la littérature. Je prends le grand H. Ah oui, d'accord. Vous voyez toujours grand. Donc aux hommes et femmes de la littérature et des arts. Et la chaire des littératures et des arts africains, c'est pas seulement le livre, mais tout ce transcrit de l'oralité au livre, et bien entendu des échanges des chercheurs, des Africains et même des frères et des sœurs de la diaspora qui sont bien entendu intéressés. Et la chaire est créée donc pour vous, avec vous et avec votre énergie d'ailleurs. Ce n'est pas un cas isolé, mais la chaire a besoin de vous. Monsieur Eugène Ebrodé, vous êtes donc l'administrateur de cette chaire aujourd'hui. Nous pouvons dire que l'Afrique est en train, déjà nous sommes assez responsables, je ne dirais pas que nous n'étions pas responsables, mais est-ce que l'Afrique est en train de prendre un pas très important dans le cadre de sa gestion de l'autoprise en charge au niveau des littératures et des arts africains? Il faut dire que
nous sommes ici au Royaume du Maroc et à la tête de ce pays, il y a le souverain, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a donné aussi des indications très claires. La culture est vraiment le ciment par lequel il convient de passer. Il le répète à chaque fois. Et ce n'est pas qu'une incantation. On voit bien que la chair procède de cette vision et de cette volonté. On voit bien que le fait de mettre la culture à l'honneur et au principe de toute action permet de convoquer la pluralité des aspects d'une culture. On vient de parler de musique, de Myriam Makeba, mais si vous allez au musée Mohamed VI de Rabat, vous verrez devant le musée une sculpture de Ousmane Sow. Et cette sculpture, c'est un guerrier Maasai. Eh oui. Et le guerrier, ce n'est pas une vision, disons, une vision agressive. C'est la protection. C'est aussi la protection. Il n'y a pas de culture s'il n'y a pas de protection. Il n'y a pas un peuple s'il n'est pas protégé. Et il y a besoin donc de montrer que des symboles sont là, mais les actes aussi suivent. Et la culture, c'est une œuvre de fédération du multiple. Voyez? Et quand on convoque le multiple, on ne peut pas dire qu'il y a une forme d'hégémonie. Non, même dans les arts, je vous disais décloisonner, c'est décloisonner à la fois les langues, mais les territoires. Et vous aviez raison de surenchérir tout de suite sur la décentralisation. C'est tout un grand espace qui est à notre horizon. Et ce n'est pas une machine à écraser, c'est une machine à fraterniser, que l'on met en mouvement à travers une chaire, à travers des objectifs comme celui de décloisonner, comme celui de diversifier, comme celui de consacrer, hein, de consacrer les arts à travers une démarche où les espaces et les instances de consécration ne seront pas seulement à l'extérieur, mais seront au plus près de nous, au plus près des lieux de vie. Et vous avez raison de dire, Conakry est là, Dakar aussi, j'y vais dans quelques jours. Il y a Yaoundé, naturellement. Il y avait ici le prince Mbombo Njoya, Sédou Mbombo Njoya, qui était avec Oumarou Charé, qui est le représentant du sultan Njoya, l'inventeur en 1896 d'une magnifique écriture, qui est enseignée aux États-Unis, à l'université St. John's de New York, une importante université. Mais il faudrait que les Africains s'en emparent, s'en saisissent, parce que ça a été une aventure de l'esprit, un songe devenu réalité. Et ce sont des actes. Il y a l'Onco, vous le connaissez. L'Onco qui se développe très bien d'ailleurs à Conakry. Et il y aura des livres écrits dans cette langue, dans cette écriture, qui seront exposés ici, pour que nous soyons véritablement au plus près de ce que Amadou Hampâté-Bâ disait. Ce n'est pas parce que le caméléon est hypocrite qu'il change de couleur, c'est parce que la nature a horreur de l'uniformité. Merci, donc c'est sur cette citation que nous allons donc nous quitter. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, franchement. Et à bientôt à Dalaba. À bientôt à Dalaba. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, nous étions donc avec M. Eugène Ebodé, administrateur de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie royale du Maroc. Merci, avec l'espoir de vous retrouver dans un prochain numéro. Au revoir.